Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien toi? Oh que oui, oh que oui! Ça fait longtemps, j'ai l'impression qu'on n'a pas fait un épisode comme ça, seulement nous deux. Juste à dans deux, le confort hein, de notre c'est studio, privé, absolument. puis Ouais, c'est ça. En effet, ça fait un petit bout. Content de retrouver une émission avec toi, Simon. Ah ouais, absolument, j'adore ça. On est dans le confort de notre studio, avec notre petit verre de scotch, bien tranquille. En fait, c'est aussi la nouvelle année. Donc, je tiens à souhaiter à tous officiellement bonne année. Oui, notre ordre d'enregistrement, des fois, peut varier un petit peu. Et là, c'est notre premier épisode. On enregistre en 2019. Ouais, exactement. Donc, bonne année à tous nos auditeurs. Puis, on va espérer vous garder longtemps. Puis, continuer à faire du bon contenu d'information qui vous garde intéressés. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Puis, à nous poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas pour 2019, surtout. Ah, magnifique, JF. Je me disais pendant que tu disais ça, c'est vraiment rendu un professionnel, ce gars-là. Ben, voyons Bien donc. bloqué, on aurait cru que t'avais un texte et tout ça. C'était si bien fait. Ben, voyons donc. Sinon, je pense que j'ai oublié de dire de quoi on allait parler aujourd'hui. C'est vrai? De quoi on parle? Les jeux québécois. Sujet assez controversé, ma foi. Mais. Tu veux qu'on parle de 5 bon. jeux, c'est ça? Ou... Non. Ah, ok. On va parler de plusieurs jeux. On aura le temps de regarder ça un peu tantôt, j'imagine. Mais bon, comme à l'habitude, hein, c'était le temps des fêtes. C'était le moment de jouer à plusieurs jeux. JF, j'imagine que tu as des jeux très intéressants à nous parler. Ben, plusieurs jeux que j'ai joués, évidemment. Le temps des fêtes est aussi un moment pour essayer des jeux en famille aussi, hein, des jeux de party qu'on apprécie beaucoup. Donc, évidemment, je vous avais parlé de quelques jeux que je voulais essayer en famille et ça a été fait. Donc, le premier, c'est le jeu Le Caméléon, qui est un jeu d'identité secrète. Un jeu québécois! Ouais. Du moins, C'est un sujet controversé, les jeux québécois, mais on aura la chance d'en parler tout à l'heure. Ça va être un jeu québécois, c'est un jeu qui a été localisé pour le Québec, en effet. Donc, c'est un jeu d'identité secret où un joueur va être le caméléon et on va devoir trouver le joueur qui est le caméléon parmi nous. C'est très similaire à un jeu qu'on connaît beaucoup, là, qui est quand même déjà très connu, là, qui est Agent Trouble, mais dans le Caméléon... Ça, c'est compliqué, hein, quand même. Mais dans le Caméléon, c'est justement peut-être un petit peu plus simple, donc on n'a pas à poser de questions ou à trouver là, des histoires en soi, ça va être vraiment juste un mot qu'on va devoir dire, qui est en lien avec le mot secret que tout le monde connaît, sauf le Caméléon. Évidemment, après que tout le monde ait donné l'indice, on essaye de trouver qui a donné un indice qui n'avait pas rapport ou qui était peut-être trop général, qui s'appliquait à tous les mots présents sur la table. Donc ça a super bien marché, j'ai trouvé ça peut-être un peu plus facile à expliquer puis à rentrer dedans. Dès la première partie, tu peux déjà un peu plus jouer, là, je dirais que Agent Trouble, que ça te prend quelques games avant de bien comprendre qu'est-ce que tu dois dire et tout. Donc c'est un jeu qui a bien fonctionné, mais sinon, un autre jeu qui a bien fonctionné aussi, qui a été par contre très difficile à expliquer et j'ai presque regretté, mais finalement ça vaut la peine, et c'est le jeu des cryptos. Des cryptos qui est... Crypto, le meilleur jeu de l'année. Et là, on a mis un post sur Facebook, anonymement, comme ça. On n'en a pas vraiment parlé. On vous avait même pas dit qu'on allait faire un prix pour le meilleur jeu de l'année 2018. Mais quand même, on l'a fait. Et effectivement, c'est fou comme c'est un jeu ambigu sur l'explication des règles. Mais tellement difficile. C'est fou. Il y a une méthode, je crois, pour l'expliquer. Je pense que oui. Hein? Hélène nous en avait parlé quand il y avait une technique, mais définitivement, j'en ai besoin parce que, tu sais, moi je suis une petite vidéo, là. Comment expliquer des cryptos en 5 minutes à un groupe de 8 personnes qui ne board game pas. Exact. Parce que, tu sais, moi, je suis habitué à en expliquer. J'en ai expliqué beaucoup, j'ai été animateur, je sais comment expliquer des jeux. Et une des choses que je ne fais jamais, c'est de commencer à jouer sans avoir expliqué les règles, puis juste expliquer les règles au fur et à mesure de jouer. C'est absolument pas quelque chose que je fais en général, que c'est pas une technique d'animation ou d'explication de règles qui est valable pour moi, mais
À un certain point, j'ai pas eu le choix. J'ai juste dit, ok, regardez, pas de problème, c'est pas grave, vous allez comprendre, on va juste commencer à jouer. Puis je vous explique ça en même temps. Puis ça a fini par marcher. En Donc, fait, si t'as deux personnes qui savent jouer, tu les mets mettre chef de leur équipe, décrypteur en chef, et tu peux jouer une partie en disant aux autres, faites juste suivre un peu qu'est-ce qui se passe. ouais, C'est un peu dommage, mais après un tour, ce qui est fou, c'est qu'après un tour, tout est compris, en fait. ben, Pas comme, je dirais ah, deux ça, tours. Parce ouais, que le deux premier, tours. vu que tu... Ah, ben que t'as joué les deux côtés, mettons. Ouais, c'est ça. Il faut que tu ailles jouer les deux côtés. Fait qu'au deuxième tour, quand là, vraiment, t'essaies de guesser, parce que le premier tour, quand t'essaies de guesser le code de l'autre équipe, t'as pas vraiment d'indice. Mais dès le deuxième tour, là, déjà, ça commence à être plus compréhensible. Même, généralement, c'est après la première game que là, tu comprends la subtilité, que les indices que tu donnes doivent être clairs, mais pas trop. Puis ton but, c'est quand même de mélanger l'autre équipe, mais pas la tienne. Fait que, tu sais, c'est quand même un jeu qui a beaucoup de subtilité je pense que tu finis par comprendre après la première partie. Donc, ceux qui ont le courage de continuer à jouer, à l'expliquer, je pense que ça a valu la peine. C'est quand même un jeu qui a été très populaire, qui a été vraiment apprécié, là, malgré ce début peut-être un peu difficile. Ouais, ben c'est ça. Ben j'imagine que quand la vidéo va sortir, tous les problèmes vont être réglés, il va y avoir des cryptos et ça pourra finalement être le meilleur jeu de tous les temps. Point final. Ouais, ben c'est ça. C'est des bons jeux quand même pour le temps des fêtes, effectivement. De mon côté, j'ai essayé un jeu dont le farfadet du jeu, acteur international Raphaël Lacaille, nous avait parlé. Il s'agit du jeu Just One. Oh oui, je l'ai pas joué encore. Just One, on se rappellera le concept très simple. On a une personne qui doit deviner un mot, ne connaît pas le mot. Toutes les autres personnes connaissent le mot. Ces gens-là doivent écrire sur un papier un mot pour faire deviner le mot général à l'autre personne. Tous les joueurs qui ne sont pas ceux qui doivent deviner se montrent le papier avant de le montrer à l'autre joueur. S'il y en a deux ou plus qui sont pareils, on les enlève toutes et on présente seulement à l'autre joueur les mots restants pour qu'il devine c'est quoi son mot à lui. Mm-hmm. C'est un genre de coop, hein, en fait, parce que c'est vraiment coopératif. Là. Et ça, d'après moi, ça l'a manqué dans ma compréhension du jeu. Ça m'a surpris, en fait, quand je me suis rendu compte, c'est un jeu coop, ok, ça a vraiment tout changé. Le concept il est vraiment cool, là. Et ça marche très bien, en fait, la mécanique. Vous pouvez déjà, j'imagine, l'imaginer, là, puis ça marche super bien. Après ça, c'est sûr que c'est un petit peu sec là, comme jeu. Il n'y a pas vraiment de gagne, tu perds. Tu joues 10 cartes, tu essaies d'en gagner plus que d'en perdre. Donc le côté, mettons, challenge est pas nécessairement là, mais quand tu arrives à deviner les mots, des fois c'est assez fou les liens que tu peux faire dans ta tête. Juste ça, c'est intéressant au moins de faire quelques tours pour réaliser ça. Très cool, très cool. Là, ça a l'air intéressant. En effet, peut-être un petit peu bland comme jeu. Hein, visuellement, Ouais. peut-être pas le jeu qui est le plus attirant, mais j'en ai tellement entendu parler que je peux croire que le concept est bon. Ouais, puis en même temps, je me disais, on s'était dit d'ailleurs quand on avait entendu parler de ce jeu-là, c'est pas le genre de jeu nécessairement que tu veux acheter parce que t'as juste besoin de papier puis de crayon puis tu fais ça chez vous. Effectivement, c'est vrai, sauf que quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, oh, ok, ça peut valoir la peine juste de l'avoir parce il est pas très cher, il est quand même vraiment compact, mais il est très beau aussi. Pas nécessairement beau, mais en fait, le matériel est intéressant. Des espèces de plaques de plastique fait en Mhm. triangle sur laquelle tu écris ton mot, avec un crayon effaçable. Ouais, ce qui est Euh, quand même rare malgré tout. Hein. c'est ça, exactement. Puis t'as plein de cartes avec tous les mots décrits dessus. Ça prendrait la plupart. Tu sais, c'est toujours un peu du gossage, écrire des mots sur un papier, piger les mots, tu sais, comme. Ça, c'est. Mais avec ça, tu sais, moi, je me suis dit, quand je l'ai vu, ça vaut la peine de l'avoir si tu veux jouer, en fait. Mhm. Bon, c'est un peu. Ça va de soi, là, mais. Les gens qui aiment vraiment ce jeu-là, je pense pas qu'ils vont vouloir le fabriquer sur un papier, ils vont juste vouloir l'acheter. Là. Acheter, ouais. Tellement. Ben Euh, oui, vas-y, Jeff. écoute, un peu comme toi, je me suis laissé embarquer par La cette Keyforge vague. Mania! Par la Keyforge Mania, encore un jeu parlé par le farfadet du jeu, hein, qui En fait, je nous pense a même que prêt... Pierre-Louis nous en a parlé avant. Ouais, Euh, puis... le Oui, c'est maître vrai. C'est vrai, c'est marionnettiste. ça qui t'a lancé, là. C'est ça lui qui t'a nous en lancé. a parlé. Et là, après ça, on est allé visiter le farfadet du jeu qui nous en a parlé aussi avec beaucoup d'éloges. En fait, d'ailleurs, c'était le top 1 de Etu Games cette année.
On salue les gens d'Etu Game, en fait, qui font absolument un travail extraordinaire. Et c'était leur top 1. Alors, ça va de soi qu'ils nous l'ont vendu follement. Et GF, comme tu l'as dit, on s'est acheté des decks. Oh, que oui, hein. Donc, Keyforge, ben oui, c'est ça. On s'est mis un petit peu à essayer ça, voir le système. Écoute, c'est un bon jeu, je pense, hein, malgré mes premières impressions de Unbalance et du fait que c'est quand même un jeu, malgré tout, un peu chaotique au début, puis quand tu connais pas les cartes, puis que l'autre joueur joue une carte, puis t'es comme, ben voyons donc, c'est cassé cette carte-là. On dirait que toutes les cartes sont tellement fortes qu'ils sont brisées, là. Non, c'est clair. Mais juste une petite parenthèse avant, je me dis, c'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Et si cette personne-là n'a aucune idée c'est quoi Keyforge, on va prendre une petite parenthèse juste pour l'expliquer un peu. C'est un jeu de cartes créé par Richard Garfield, qui est aussi l'auteur de Magic et de Netrunner et de plusieurs autres jeux absolument fantastiques, mais particulièrement des jeux de cartes. La particularité dans ce jeu de cartes-là, c'est que t'achètes pas des cartes, t'achètes des decks. Et ton deck a été généré par un algorithme, en fait, quelque part aux États-Unis, qui a créé ton deck, et chaque deck est absolument unique. Donc, quand tu ouvres ton deck que tu viens d'acheter, tu es le seul au monde à avoir ce deck-là. Tu pourras jamais changer les cartes de ce deck-là non plus. Tout est figé, en fait. Ce deck-là est tel quel. Il ne pourra plus jamais changer. Donc, effectivement, Jeff, je te laisse continuer là-dessus. C'est juste que j'étais emballé d'en parler. Ben oui, Keyforge, si des gens ne savent pas, il faut quand même parler du concept vu que c'est vraiment excitant. Là. Oui, exact. Puis des gens ont peut-être cru croire qu'il y avait des cartes uniques. Tout ça, on s'entend que c'est pas ça le concept. Le concept, c'est que tu vas être le seul à avoir le deck avec ce deck-là avec exactement cette combinaison de cartes-là. Parce que dans le jeu, il y a 7 factions et chaque deck va comprendre 3 factions. Et tu vas avoir 12 cartes de chacune des factions, mais c'est pris dans un pool qui est beaucoup plus grand que 12, évidemment. Donc, c'est vraiment les combinaisons de cartes. Ouais, tu pourrais avoir exactement le même deck qu'une autre, mais avec une carte de différence. Une carte différence, à la limite, ça pourrait arriver, exact. Donc, concept assez intéressant, assez spécial. Je sais pas sûr si ça va vraiment lever ou si ça va avoir un buzz ou si ça va avoir une influence sur le game design dans le futur. Mais je pense que c'est une idée qui est bien réalisée puis que c'est une bonne chose qu'il soit exploité quand même. Surtout Keyforge, je pense qu'il le fait bien, mais comme je dis, c'est vraiment un jeu... t'as l'impression que tout est brisé un peu, tout est fort. C'est un jeu quand même qui crée des émotions, là, tu sais, puis... Tu te fais éclater toutes tes créatures, t'es pas bien, t'as la rage à l'intérieur. Tu sais, je joue à des jeux pour le fun, gagne ou perdre, je m'en fous un peu, ça change pas généralement trop mon expérience, mais ça c'est un jeu où des fois j'étais tellement pas content de cartes qui ont été jouées d'effets ou de trucs, t'es comme ben voyons donc cette carte là est brisée, ça devait pas exister, pis là c'est comme tu sais ça rendre au point où tu peux comprendre des gens qui flippent des tables, tu sais, je me suis pas rendu à ce point là, mais tu sais tu peux comprendre dans quel mood il était pour faire ça. Je t'ai jamais rendu proche comme ça. Fait que Keyforge, quand même, un jeu qui génère beaucoup, beaucoup d'émotions. Malgré tout, je pense pas qu'il aurait fait mon top 5. Juste par le fait que c'est pas tant mon style de jeu, les jeux de cartes comme ça, à combo, tout ça. Mais malgré tout, je trouve le concept intéressant. Je trouve que c'est un genre de CCG, mais accessible, où tu peux le montrer même à des joueurs qui sont pas trop gamers ou qui ont pas de l'expérience de jeu de cartes. Et c'est plus facile à, mettons, introduire de nouvelles personnes à ce jeu-là qu'à d'autres CCG là, plus traditionnels. Donc c'est quand même un jeu assez intéressant malgré tout. Là. Oui, absolument. Vraiment très cool comme jeu. J'ai adoré ça. J'ai joué beaucoup en ligne aussi. Il y a quand même une communauté qui est là en train de jouer. Je pense plus ou moins légalement, là, sans trop aller. Je sais pas à quel point c'est illégal, mais d'après moi, il faudrait vraiment qu'il y ait une version en ligne de Keyforge aussi. Je pense que ça serait le genre de jeu qui pourrait fonctionner. C'est simple, mais en même temps, c'est pas si simple. C'est quand même un jeu de cartes qui a une certaine chair, même s'il y a beaucoup de hasard dedans. Il y a quand même beaucoup de stratégie et tout ça. D'ailleurs, Jeff, on a eu la chance de jouer ensemble à Keyforge. Toi, t'avais ton deck absolument surpuissant. Princess. The Princess. Et en fait, tu sais ce qui est fou? Tu sais c'est quoi le nom du deck que j'ai amené chez moi? Tu l'as pas vu, hein, mais le nom du deck, c'est
celui qui est à peine plus fort que la princesse. Oh, quoi? Ouais, Quoi? absolument, je l'avais amené pour ça. En fait, j'étais même pas vraiment sûr qu'est-ce qu'il y avait dedans quand je suis arrivé. Euh, on a fait une première partie, en fait, tu m'as éclaté, vous m'avez éclaté, en fait, je dis vous parce que tu jouais aussi avec Margot en équipe de deux. Oui, avec ma copine. Euh, mais c'est ça, dans le fond, vous Les m'avez... Sanctum présents, les gros bodyguards sur le jeu, un line-up, 5-6 collés. C'est dur à décoller là, si t'as pas les bonnes cartes pour ça. Là. Absolument. Puis dans ce deck-là, il n'y a pas ce genre de carte-là. Mais après ça, on a fait une deuxième game. J'ai gagné. J'étais content de gagner contre ce deck-là. Celui qui est à peine plus fort que la princesse. Ça a fallu quand même peut-être 4 attaques adulées de mon côté à cause d'un artefact présent qui t'a aidé un petit peu, hein, faut dire. Ouais, mais ton propre artefact. C'est mon propre artefact. Et ça ne t'a pas du tout affecté d'ailleurs. Non, effectivement, je m'en suis très bien sorti par rapport à ça. Non, je pense que vraiment le deck que t'as, il est très puissant. Je serais curieux d'essayer d'autres decks là, contre celui-là. Et c'est ça qui est cool quand même, hein, c'est que t'as tes decks, tu te fais pas trop chier avec comment tu vas bâtir ton deck. Non, c'est celui-là, puis c'est celui-là. Mais peut-être le défaut aussi de ça, c'est qu'il y a peut-être des decks que tu vas dire, soit que t'aimes pas ça jouer avec, soit que tu les trouves peut-être moins bons par rapport à la moyenne. Ben, tu vas l'avoir acheté, mais tu joueras plus jamais avec, là, dans le sens qu'à partir du moment où t'en as 3-4, ben, tu vas jouer avec ceux que t'as le plus de plaisir, puis ceux que tu trouves meilleurs aussi, hein, fait qu'à un certain point, tu vas peut-être quand même, si t'aimes beaucoup ça, tu vas peut-être quand même dépenser beaucoup d'argent. Juste pour dans trouver le deck que t'aimes. Ouais, c'est ça, exact. Juste pour essayer plein de decks, puis voir qu'est-ce qui te convient le mieux. Là, non, mais là, on s'entend, le GF, c'est un TCG, là, c'est un Trading Collectible Card Game, Trading Card Game. Ben oui, mais je sais très bien que les gens qui vont échanger leur deck, ça va être des decks de shit, là. Fait que pourquoi je vais leur donner un autre deck de shit? je disais pas ça pour les trades, je disais ça pour le fait que c'est sûr que les gens vont claquer plein de cash dedans. En fait, ça c'est malgré tout, hein, malgré l'illusion de « Ah, vous aurez pas besoin de courir puis d'acheter des cartes super chères. » Non, tu vas juste acheter 12 decks à 12 piastres chaque à la place. T'sais. Non, mais si t'as un deck, tu vas juste jouer avec celui-là, là, puis c'est pas si grave. Là. Non, mais si t'aimes ça, tu achèteras pas juste un deck, c'est sûr. Effectivement, j'en ai déjà 4, mais j'en ai pas acheté 4, mais j'en ai 4. Merci beaucoup d'ailleurs, JF. C'est toi qui m'as donné le deck. Celui qui est à peine plus fort que la princesse. Le deck Nemesis, oh là là. C'était vraiment cool. En fait, quand je l'ai vu, j'étais vraiment content de voir son nom. C'est bon, je pense que Keyforge voyait un peu l'attrait qu'on peut avoir là-dedans. Là. Je pense qu'on s'est emballé sur la discussion. Ben oui, parce que je voulais encore parler d'un autre jeu, je sais que ça fait un petit bout, mais écoute, c'est le retour de Noël, hein, fait qu'on... On a joué à plein de jeux, on va en parler bien, hein, on va s'exciter. J'ai joué à beaucoup de jeux que j'avais déjà joué, donc pas tant de nouveautés, mais pendant la période des fêtes, pendant une semaine, le plateau de Pandémie saison 2 a été installé sur ma table, dans le but de passer à travers. Et ce que j'ai réussi à faire, Pandémie saison 2 fini maintenant... écoute, c'est sûr que je vais pas trop en parler parce que ça reste un jeu avec du spoil et probablement que beaucoup moins de gens ont joué au 2 qu'au 1. Mais c'est pas pour rien, je pense. Et je suis pas le seul dans cette situation-là. J'ai été peut-être un petit peu déçu de la saison 2. Il y avait tous les ingrédients, tous les éléments pour être bon, mais qui ne l'est pas. Qui est pas satisfaisant comme le premier, il est pas à la hauteur narrative du premier non plus. Il y a plein de bons éléments, mais juste j'ai l'impression que sur des legacy comme ça, peut-être que le test de jeu Legacy est peut-être plus difficile à faire, hein, est clairement plus difficile à faire qu'un jeu standard, et peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été manquées pendant le test, parce que clairement je suis pas le seul à être rentré un petit peu dans une craque, puis à peut-être pas avoir eu l'expérience optimale du jeu. Donc j'ai trouvé un peu peut-être tout le début de game un peu lent et la fin de game très précipité, comme si on aurait dû avoir des choses il y a 5 games, mais là c'est l'avant-dernière game que tu les as, ces choses-là. Donc je pense que ça vaut quand même la peine de le voir. Il y a quand même plein de concepts super intéressants. Ils prennent une pandémie et ils l'inversent un peu. Je vais pas en dire trop non plus, mais bon, ce sera... Attendez-vous pas à l'expérience peut-être du 1. Sinon, vous allez peut-être être déçus, mais je pense que ça vaut quand même la peine de l'essayer pour ceux qui aiment ce genre de jeu, qui ont beaucoup aimé la saison 1. Juste pour voir
toutes les nouvelles idées qu'ils ont pu inclure. Après le 2, je suis pas certain qu'ils vont faire un 3. En fait, ça me surprendrait beaucoup. Après ça, les Legacy, c'est très dans la narration. Hein, donc, je sais pas s'ils vont être capables de continuer à étirer un peu la sauce pour faire une saison 3. Ça me surprendrait beaucoup. Donc, un petit peu décevant pour moi, mais quand même satisfait et content de l'avoir fait. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te dis, je suis pas nécessairement heureux, là, tu sais, parce que je voulais tellement que ce soit bon, en fait. Ah, c'est sûr. En même temps, C'est je suis sûr. content de pas l'avoir acheté. Sauf que, quand même, tu me disais une chose l'autre fois par rapport à ça que je trouvais intéressante, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent ça et qui sont sur le point de commencer leur partie, ou qui sont sur le point de se l'acheter, mais finalement, ils voudront plus à cause de ça, ou qui commencent, ils sont à la moitié, tout ça, et ils remarquent qu'est-ce que tu dis, puis ils veulent pas la finir. T'avais quand même dit un conseil, justement, pour que tu tombes pas dans cette... Il y avait comme moyen de pas tomber dans cette crack, si on veut, où le mid-game est un peu lent et la fin est précipitée, là. Ouais, c'est que, ben, bon, Vas-y, technique, là, parce que c'est des gens qui c'est veulent ça. jouer, qui Ok. vont jouer. Ça va être un terme technique, mais il faut faire des recherches. C'est la chose, il faut toutes les faire. Tu peux pas en manquer un. Il y en a plein qui servent à rien, mais ceux qui sont importants, il faut que tu les ailles trouver. Sinon, c'est problématique. Fait que peu importe, tu fais toutes les recherches. Oh oui, on a sauvé plein de parties de Pandémie saison 2. En tout cas, j'espère. C'est à suivre. Si votre partie a été sauvée par ça, écrivez-nous. Yes! Magnifique. Ben, on a-tu le temps pour encore quelques petits jeux? Vas-y ou, donc, vas-y donc. J'ai... on a joué une game de Quiet Ear. Oh, oui, ok. Ouais. Je sais que tu nous as parlé quand même quelques Souvent reprises, de mais... ce jeu-là, là, qui est un jeu narratif dans lequel on va dessiner un village, puis on va faire des projets, puis il va y avoir des choses qui vont se passer. À chaque tour, tu piges une carte, cette carte-là t'indique habituellement deux choix. Fait que est-ce que c'est ça ou ça qui arrive? Habituellement, tu vas dessiner ce qui arrive. Et après ça, tu as une action que tu peux faire. Mais bon, je rentre pas dans les détails. Mais c'est un jeu genre de roleplay où tu dessines en même temps, puis tu as des quests qui apparaissent. Pas vraiment des quests parce que les joueurs vont jouer un village. Et ça dit vraiment que tu le joues en... Je sais pas trop comment dire ça en français, en God mode, en mode divinité, en mode omniscient en fait. Tu contrôles donc pas nécessairement un personnage dans le village, mais vraiment l'ensemble du village. Là, tu peux influencer sur un groupe de 10 personnes d'un coup, ou influencer des décisions globales qui vont se prendre. Donc c'est vraiment pas nécessairement que tu vas jouer un personnage, tu vas jouer en fait tout le village. Cool. Et ouais, fait que c'est vraiment un jeu. En fait, j'avais joué une fois, puis je capotais sur ce jeu-là. En fait, c'était pratiquement devenu une religion pour moi, mais j'avais jamais joué pratiquement. D'ailleurs, j'ai joué 2 fois maintenant, mais je voulais jouer depuis longtemps et on était en famille le 24 décembre. Oh, what? Ouais, on avait un party de famille à... Un party de famille à 6-7 heures. Non, 5-6 heures, j'imagine. Et il était 11 heures du matin et là, je voulais jouer une game de Quiet Ear, tu sais. Chez mes parents, avec mes frères, avec les blondes de mes frères. C'est comme, ok, ouais, on va faire une game de Quiet Ear à 7, à midi, alors qu'on part dans comme 3 heures. Finalement, j'ai réussi à convaincre le monde, en fait, qu'on allait le faire. Ça me surprend pas. Ouais, c'est sûr que ça s'est pas fait vraiment selon les règles du jeu totalement. Mais c'était vraiment cool, en fait. C'était super intéressant. Comme je me rappelais, on a dû peut-être un peu écourter la partie. Fait qu'on... Ça manquait juste un petit peu de profondeur, sauf que vraiment, comme dans mes souvenirs, en fait, peut-être encore mieux. Vraiment excitant, il y a vraiment beaucoup de possibilités, t'as une grosse influence sur le jeu, mais en même temps, il y a tellement peu de choses que tu peux faire. C'est très très cool, en fait. Et ça, tu nous rappelles, c'est un print and play, hein, si je me trompe pas. C'est pas un jeu qu'on peut acheter, là. Ben, peut-être qu'on peut l'acheter, mais on peut aussi le pogner sur BGG, en fait. Il est là, tu downloads la version, c'est en anglais. Je pense qu'il y a des traductions françaises. Je sais pas si elles sont légales ou non, mais nous, on a joué avec une traduction française que mon frère avait imprimée. Donc, je sais pas où il l'avait trouvé, mais on a joué sur cette version-là. Parce que dans le fond, toutes les cartes, ça se joue avec un paquet de cartes standards, là, As, Roi, Dame, tout ça. Et dans le fond, quand tu piges le Roi de cœur sur ton livre, ça te dit, sur tes feuilles que tu as imprimées, ça te dit, ok, le Roi de cœur, c'est ça les deux choix. Donc,
Ça se réfère à une espèce de manuel d'instruction, fait que tu joues avec des cartes standards. Ouais, cool. Ouais, très cool en fait. Et en plus, c'est un jeu qui peut être vraiment délirant, mais il peut aussi être vraiment sérieux. Ok. Parce qu'il va y avoir beaucoup de comment est-ce qu'on vit en société. Ok. Dans le sens qu'il y a beaucoup de choix que c'est comme, ok, il y a un groupe qui est pas content. Pourquoi ils sont pas contents? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis là, dans le fond, à ton tour, tu vas imaginer ça, ok, tu vas le dessiner un petit groupe dans le village, ils sont pas contents à cause de X raisons. Ok. Fait que ça dépend vraiment des joueurs, en fait. Qu'est-ce C'est qu'ils ça. vont input comme information, parce qu'ils pourraient dire on n'est pas content parce qu'on veut un meilleur salaire ou parce qu'on veut plus de ballonnés, là, tu sais. Ouais, ou parce que, tu sais, on n'a plus de cristaux de mescaline, tu sais. Ça pourrait être vraiment n'importe quoi, en fait. D'ailleurs, j'ai dit ça, mais dans notre partie qu'on a joué, là, justement, il n'y avait pas il y avait pas de cristaux de mescaline, mais il y avait des cristaux. En fait, c'était une des ressources principales du jeu. Ok, nice. Parce qu'il y a quand même un petit setup au début où on va décider l'univers un peu dans lequel ça se passe, tu sais, l'époque, le lieu, ce genre de choses-là. Et on va dessiner si on veut, la topographie des environs. Fait que, y a-tu des forêts, des lacs, y a-tu une ville, c'est quoi les choses qu'il y a autour. Et on va aussi rajouter des ressources dans le jeu. Des ressources qui vont être là en abondance ou des ressources qui vont être manquantes. Ok. Fait que c'est vraiment cool. En fait, je pourrais en parler tellement longtemps de ce jeu-là. Tu sais, c'est poussé à un point où tu fais des projets dans le jeu. Fait que tu peux faire Ouais. des projets, puis des projets, c'est quoi? C'est, ok, c'est ça le projet. Tu sais pas nécessairement comment ça va finir, mais tu veux faire ça. Donc, tu pars le projet et tu as un dé. Tu mets le dé sur le projet, sur le dessin, dans le fond, là, un dé, un vrai dé, puis le chiffre que tu mets dessus, c'est le nombre de temps que ça va prendre avant que le projet se réalise. À chaque tour, à chaque joueur, on descend le dé de 1. Ok. Et à un certain point, le projet arrive à sa fin. Le joueur dont c'est le tour détermine comment ce projet-là a abouti, dans le fond. Ok. Nice. Fait que c'est comme vraiment bien fait. Il y a un système là, intéressant, en fait. Comme je disais, je pourrais en parler des heures, mais peut-être un dernier exemple que je trouve qui est intéressant. Dans le fond, tu piges ta carte, tu fais ta décision. Et après ça, tu as le choix de faire une des 3 actions. Les actions, ça peut être justement partir un projet. Ou une autre action, c'est commencer une discussion. Ok. Et commencer une discussion, c'est vraiment cool parce que tu lances une discussion, chaque joueur, à tour de rôle, dit ce qu'il pense. Et en fait, c'est ça. Ok. Parce que, et là, selon en fait ce jeu-là, tu sais, après ça, c'est à discuter si la réalité est là, mais eux, ils disent dans la société, les discours sont vraiment. Tu sais, les discussions ne résultent pas en décision. Et les gens s'écoutent, mais il n'y a pas de consensus qui est atteint dans une discussion comme celle-là, donc dans le fond, il n'y en a pas. T'sais. Ok. Fait que tu fais juste prendre le pouls des gens, et tu as un petit système, ah là, je m'excuse, je m'en porte encore plus, mais des petits jetons. Et quand tu es mécontent, tu prends un jeton. Ok. Tu prends un jeton, tu l'as devant toi, et ça démontre le mécontentement général de votre village, en fait. Ok. Cool. Fait que en tout cas, c'est vraiment intéressant. Je serais vraiment excité de refaire une partie bientôt. J'espère que ça va se donner. Je pense que c'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être joué. Ben excellent. Ça me donne envie de le réessayer en tout cas. Ouais, c'est ça. Je me suis bien emporté, mais je vais garder mes autres jeux pour la prochaine fois. Je pense toi, JF, t'avais d'autres jeux peut-être que t'aurais Non, aimé je pense discuter. qu'on peut passer. Je pense qu'on peut passer au prochain segment et faire avancer l'émission un peu là. Découvrez les revers de l'industrie, ce qui se cache derrière les portes closes. C'est le moment de la chronique du chef, avec votre chef, JF. Alors, aujourd'hui, à la chronique du chef, je vais vous parler de la révolution du style Legacy et comment le Legacy a influencé la création de jeux et la conception de jeux de société. Donc, la première chose à savoir, c'est d'où vient le Legacy? Évidemment, le Legacy a une grande inspiration. Il s'inspire grandement des jeux de campagne, des jeux de campagne qui existent déjà depuis longtemps, plus particulièrement dans les RPG ou les jeux de rôle.
Le premier jeu Legacy, considéré être Risk Legacy, créé en partie par le père de Legacy, Rob Daviau. Par contre, bien avant le premier Legacy, les jeux de campagne existaient déjà, et pour en nommer seulement quelques-uns, je pourrais nommer Hero Quest, Doom, Descent, Andor, Space Hulk, entre autres, qui sont tous des jeux qui avaient déjà ce concept d'avoir une narration, d'avoir des scénarios et d'une partie à l'autre, continuer un peu l'aventure ou changer d'aventure complètement. C'est un peu de la même manière que les séries télé ont changé un peu notre façon de regarder les histoires à la télévision. Les jeux basés sur des campagnes offrent aux concepteurs des nouveaux outils pour créer des expériences de jeu plus immersives, puis avec des arcs historiques complexes et des rebondissements surprenants. Et en plus, quel point un Legacy ressemble peut-être plus à une série de télé. Tout comme une émission de télé, on peut jouer en rafale une saison, donc de jouer toute la saison complète pratiquement en one-shot ou en quelques jours. Donc c'est aussi très influencé par notre façon de regarder la télé et de regarder les histoires. Mais en gros, qu'est-ce qu'un Legacy? Pour moi, un Legacy, c'est tout un peu ce qui détermine c'est quoi un jeu de campagne. Donc, un jeu de campagne, ça consiste à avoir une continuité entre les parties, avoir de l'évolution du jeu, donc soit par les personnages ou par le scénario. C'est un jeu aussi de longue durée, mais qui se joue en plusieurs petites parties. Puis une continuité généralement scénaristique qui va se passer. Donc, pour moi, ça, c'est un peu les points de base d'un jeu de campagne. Et le jeu Legacy a inclut tout un peu ces concepts-là. Par contre, quand on pense à un Legacy, on va ajouter aussi 3 concepts importants et clés, qui est qu'il n'y a pas de rejouabilité, que tu détruis le matériel du jeu, puis que tu dois jouer avec les mêmes personnes d'une partie à l'autre. Si, il y a 5 ans, tu m'avais dit que le futur était d'avoir des jeux destructibles qui se rejouent pas, puis que tu dois être pogné avec les mêmes gens pour jouer à ce jeu-là, je t'aurais dit impossible que ça se fasse, que ça existe, ces jeux-là. Parce qu'évidemment, beaucoup de ces concepts-là étaient un peu à l'encontre de comment on crée des jeux. Au contraire, surtout avant, on pensait beaucoup à la rejouabilité, de ne pas avoir un jeu avec pas de rejouabilité. C'était pas vraiment quelque chose que les game designers avaient en tête, parce que c'était pas un chemin ouvert pour eux, c'était pas quelque chose qui était possible de faire à l'époque. Pour les Legacy, c'est relativement jeune. On parle du premier Risk Legacy en 2011. Et je considère qu'il y en a environ une dizaine de Legacy jusqu'à maintenant. C'est sûr que en même temps, il n'y a pas de définition précise du Legacy. On peut quand même le voir là, dans les petites différences qu'il y a par rapport à un jeu de campagne. Donc, à part le Risk Legacy, évidemment, Pandémie Legacy saison 1 et 2, Seafall, Gloomhaven, Charterstone, Betrayal Legacy, Aeon's End Legacy, Ultimate Werewolf Legacy, The Rise of Quendel, tout ça, ce sont des jeux Legacy qui sont sortis pour la plupart d'entre eux en 2018 ou 2017 pour Gloomhaven. Donc, depuis le Risk de 2011, ça a pris quand même un petit peu de temps avant vraiment que ce soit quelque chose, un concept qui soit pris en main par d'autres designers. Pour 2019, il y en a déjà au moins 2 d'annoncés, c'est Mashikoro ou Miniville Legacy et Clank Legacy aussi. L'impact du Legacy est quand même assez important, parce que autant l'impact de Risk Legacy a été plutôt mineur, Pandémie pour sa part est vraiment le jeu qui a réussi à convaincre la communauté que oui, un jeu sans rejouabilité c'est possible, que oui, Numéro 1! détruire le matériel du jeu est possible, et surtout, c'est le fun. Et que finalement, oui, jouer avec le même groupe de jeux, c'est possible aussi. Donc, autant Pandémie a validé ces concepts-là, autant il y a eu une grande influence sur la conception de jeux de société comme Pandémie. C'est pas le premier et le dernier Legacy à avoir existé, mais il a un peu lancé une mode. Par contre, Pandémie Legacy n'a pas juste créé le style Legacy ou le mis à jour, il a aussi ouvert la porte à de nouvelles mécaniques et a grandement influencé la conception de jeux. Parce que les différents concepts qui n'était pas acceptable il y a 4 ou 5 années, Pandémie a réussi à faire comprendre qu'aux designers que ce n'était pas des concepts
interdits, que c'était pas des concepts qui étaient impossibles d'utiliser pour créer un jeu, et qu'au contraire, ils pouvaient s'en inspirer et créer des nouvelles choses par rapport à ça. On a vu dès 2017 l'énorme influence qu'a eu le Legacy sur la conception de jeux. Dès janvier 2017, on a vu le premier jeu considéré comme un jeu d'évasion en boîte et le jeu Unlock. Et par ailleurs, 2017 a été pour moi l'année des jeux d'évasion, des escape rooms en boîte avec entre autres Exit et Dexcape qui ont suivi le pas la même année. Pour moi, la mode, cette mode des jeux d'évasion est directement due au Legacy, parce que le Legacy a validé un concept clé qui était considéré comme un défaut avant, et c'est le concept de non-rejouabilité. Donc, en mettant en place un jeu comme Pandémie qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas rejouer, ça a permis aux concepteurs de se dire « Ah, c'est possible » et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette direction-là et comment on pourrait exploiter cette ligne-là. Évidemment, si Pandémie inclut un concept de non-rejouabilité, il nous faudra quand même entre 12 et 20 parties pour compléter le jeu. Ce qui n'est plus vraiment le cas avec les jeux d'évasion en boîte, puisque une seule partie est possible par scénario. Par contre, Unlock, ce qu'il a fait quand il est sorti, il nous a proposé une boîte avec 3 scénarios, donc chacun des scénarios ne peut pas être joué, mais au moins tu peux faire 3 parties avec le jeu que tu viens d'acheter. C'est vraiment le concept qui a le plus influencé le game design, et nous pouvons voir de plus en plus de jeux qui exploitent ce concept. Mais la non-rejouabilité du jeu vient pas seule, car sans un arc narratif développé et intéressant, la non-rejouabilité du jeu n'est rien. Car oui, accepter qu'un jeu n'est pas rejouable offre plus d'opportunités pour le concepteur de fabriquer une histoire cohérente, linéaire, mais qui propose plusieurs choix de narratifs. Le Legacy ressemble donc beaucoup, peut-être plus à un film ou une série télé dans lequel nous allons nous plonger et vivre une expérience immersive. On pourrait dire alors que peut-être que le Legacy et les jeux narratifs s'inspirent peut-être plus de la télévision que d'autres jeux. Mais par contre, cette hypothèse, bien qu'elle peut être crédible, a peut-être grandement influencé Rob DeVio dans ses réflexions, mais on doit lui rendre crédit, parce que même après, je suis pas prêt à dire l'échec, mais la sortie qui était pas très fulgurante, qui a pas fait tant parler de lui avec Risk Legacy, il a toujours cru à ce style de jeu et a été déterminé dans son désir de ne pas respecter les normes et les conventions de la conception de jeu au risque de se planter une deuxième fois. Mais sans la vision de DeVio, sans son désir de repousser les limites du jeu, et peut-être qu'il n'y aurait toujours pas de Legacy aujourd'hui. Magnifique! Oui, en fait, c'est un sujet large, les Legacy, effectivement. Déjà, tu as parlé des 3 règles au début du Legacy. En partant, il y en avait une avec laquelle je n'étais pas d'accord. Ah ouais? Quoi Je donc? tiens à le mentionner, c'est important pour moi de défendre le fait qu'un Legacy ne devrait pas être obligé de se jouer avec toujours les mêmes personnes. Non, puis exact, puis on peut voir que ce concept-là n'a pas tant suivi vers les jeux plus narratifs comme les escape rooms, mais dans les jeux de campagne, c'était déjà un peu le cas, quoique c'était peut-être pas aussi fort que ce l'est avec les Legacy, mais c'est quand même là un petit peu. Je sais que toi, t'es un prêcheur de faire 4 games de Pandémie Legacy saison 1 en même temps, là, mais c'est pas la façon traditionnelle dont les gens jouent à ce jeu-là. Non, je comprends, mais Pandémie, c'est peut-être pas le bon exemple, dans le sens que oui, tu peux jouer Pandémie avec les mêmes personnes si tu veux, puis je pense que la plupart des gens l'ont fait, mais au final, il y a plein de gens qui l'ont pas joué à cause qu'ils jouaient pas tout le temps avec le même monde, tu sais. Alors que moi, je considère que c'est pas très grave. Ouais, mais en même temps, je comprends, mais je trouve que, mettons, un système qui a été influencé par le Legacy que j'ai pas parlé, c'est évidemment le Fable System. Je trouve que le Fable System amené, entre autres, par Fable Fruit, est un système qui se veut être un genre de Legacy, mais qui est vraiment tellement plus light que c'est vraiment plus facile d'intégrer d'autres gens, puis il n'y a pas ce concept vraiment de narration et de continuité, tu sais. C'est sûr que pour moi, un Legacy, c'est un peu comme regarder une série, c'est-à-dire si j'arrive en plein milieu de la série, je vais peut-être finir par comprendre, mais j'ai manqué un peu le début, fait que
Tu peux le faire si tu veux, c'est juste que je considère que ce n'est pas l'idéal dans un Legacy classique. Là. Ouais, moi je dis ça en fait pour les gens qui ont une copie de Pandémie chez eux, que leur groupe les a abandonnés. Vous pouvez quand même vivre l'expérience. T'sais, on s'entend sur ma copie de Legacy. Moi, je la vis, la narration. Là, c'est juste que je joue avec plein de gens différents. Mais tu l'as-tu fini au moins ou... Non, j'ai pas encore réussi à le finir. C'est aussi pour ça que tu veux jouer avec le même groupe pour que ça se finisse un jour, ou que ça se finisse jamais et que tu dis je joue avec d'autres mondes. Ouais, c'est ça. Peut-être que moi, j'avais pris l'approche dès le début parce que je trouvais ça intéressant. Mais effectivement, ça s'est pas bien conclu, malheureusement. Mais oui, non, les Legacy, j'aimerais ça en voir plus, justement. Mais il y a un petit coup. Mais ça commence, tu vois, 2018 a quand même vu 4 Legacy sortir au moins. Puis c'est que c'est quand même nouveau comme concept, hein, tu sais, malgré tout. Fait que ça a pris comme un peu de temps avant que les concepteurs se mettent à faire ça. Puis après ça, ben, quand t'as l'idée puis tu commences, ça prend 1, 2, 3 ans avant que le jeu sorte. Fait que c'est normal qu'il y ait un petit peu de décalage comme ça, j'ai l'impression. Ouais, et en même temps, on se questionne vraiment. C'est important d'avoir quand même les questions éthiques des Legacy. Ouais. Ben, j'ai vu un débat l'autre fois sur les gens qui disaient ah, les Legacy, ça pollue, genre, pis tout ça. Puis là, il y avait d'autres gens qui disaient on s'en fout, c'est juste en carton, ça se recycle tout. Donc, c'était ce genre de discussion-là un peu. Et c'est sûr que quand j'ai fini une game d'Exit, là, j'ai eu un peu mal là, de devoir prendre tout ce carton-là puis le jeter. Là. Je suis content de pas avoir fini ma game de Pandémie parce qu'il faudrait que je le mette au recyclage sinon. Là. Ouais. Ben, ça te fait plein de composantes pour faire des poteaux après. Ça, c'est vrai, par contre, effectivement. Ça, c'est un très bon point. On Donc, peut l'auto-recycler, c'est quand même... Ah ben là, on pourrait partir un projet. Vous avez une copie de Pandémie, vous ne savez pas quoi faire avec. Zone Proto prend les copies de Pandémie usagées pour les offrir aux auteurs qui ont besoin de matériel de prototypage. Ouais. Et peut-être même, si on a assez de copies, faire un genre de game jam autour d'une copie utilisée de Pandémie Legacy. Donc, en tout cas, on lance l'idée comme ça. Mais si vous avez des copies, laissez-nous savoir. On n'a pas le budget pour les racheter, mais si vous vous sentez mal de les jeter, dites-vous qu'ils vont avoir une deuxième vie. Ben oui, exact. Puis moi, de toute façon, je jette pas mes Legacy, je les garde. Ouais, sauf que ça, c'est de la grosse merde, là, je veux dire. Non, mais là, tu sais, je suis pas rendu à garder des boîtes saccagées chez moi de même, là, pour le plaisir. Non, moi, je jette pas l'expérience, bonne ou mauvaise qu'elle a été. Non, en plus, ouais, c'est bon, je pense à ta boîte de saison 2, elle prend tellement de place. Ok, parfait. Ben, très cool, hein? Merci beaucoup, JF, pour cette chronique du chef. Est-ce que c'est la dernière de la saison ou on aura le droit à une autre un peu plus tard? Ça risque d'être la dernière, malheureusement. Bon, on va la savourer jusqu'à la fin. Je vous conseille de reculer en arrière quelques minutes. Comme ça, vous aurez la chance de l'écouter une deuxième fois et peut-être d'entendre des choses que vous n'aviez pas entendues la première fois. Ben, on arrive maintenant au sujet du jeu. Du jour, en fait, excusez-moi, les jeux québécois. On l'a dit déjà au début, hein, c'est un sujet controversé, duquel d'ailleurs le chef a déjà fait une chronique. Ben oui, c'est ça, ben oui, je sais, ça aurait été bien thématique, hein, mais non, on prévoit pas 3 saisons à l'avance, fait que j'ai pas refait la même chronique malheureusement. Mais ça tient un peu, hein, c'est sûr qu'il y a des jeux québécois, si on se tient, mettons, la façon la plus stricte, c'est-à-dire que tout est fait au Québec, il y en a très 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 peu, en fait trop peu pour qu'on puisse en parler. On a élargi un petit peu plus, évidemment. La production peut être faite à l'extérieur du Québec. Mais il faut qu'il y ait du développement qui soit fait au Québec. Ça n'est pas obligé d'être un auteur québécois, mais il faut qu'il y ait une compagnie québécoise qui ait travaillé sur l'édition du jeu. Et donc, c'est un peu le point de départ, ou du moins une tu sais, c'est comme tu disais tantôt, Caméléon, c'est un jeu québécois. Ben, d'une certaine façon, oui, parce qu'il a été localisé. Tu sais, quand on fait de la distribution, de l'édition, ben des fois tu vas prendre des jeux juste pour les importer dans ta région et tu vas, ben, surtout au Québec, tu vas devoir souvent les traduire. Mais il y a une différence entre traduire un jeu et localiser un jeu, c'est-à-dire que quand tu traduis, ben, généralement tu vas juste traduire tout le jeu sans rien changer, alors que quand tu localises, ben, tu vas prendre un peu de... Tu vas prendre des décisions où tu vas décider d'enlever des mots, remplacer par des nouveaux mots, changer complètement des concepts. Mais bon, ça reste un jeu original d'une autre place. Mais il y a un travail qui a été fait au Québec, donc on les a rentrés un peu dans cette catégorie-là.
Oui, c'est ça, c'est large, c'est très large. On a aussi décidé quand même de se limiter à des jeux qui étaient édités. Euh, non, mais qui étaient distribués, qui existaient, qui pouvaient être Ou qui ont achetés, en fait. déjà existé, mais oui. Ouais, ou qui ont déjà existé, absolument. Et non, parce qu'on sait qu'il y a énormément de bons protos qui roulent en ce moment au Québec. Peut-être qu'un jour, ça sera de ces jeux-là qu'on va parler. Pour le moment, on a décidé de s'en tenir pas mal à ce qui était sorti. D'ailleurs, si vous notez, là, c'est sûr qu'on parlera pas de tous les jeux, mais s'il y a des jeux québécois que vous aimez particulièrement, en fait, n'hésitez pas à les commenter, à aller le partager avec nous. En fait, ça va nous Ouais. faire vraiment plaisir de lire c'est quoi les jeux qu'on aurait pu parler, qu'on n'aurait pas pu parler. C'est ça. Ben, je pense qu'on est prêt à y aller avec des mentions honorables, donc on va parler de quelques jeux. Et j'aimerais commencer avec un jeu, en fait. Ouais. Un jeu Vas-y donc. très important, en fait, qui s'appelle, que tout le monde connaît ici, qui s'appelle Quelques arpents de piège. Mhm. Quelques arpents de piège. Alors, on pense souvent que Monopoly est le plus gros succès commercial de tous les temps. Je dirais pas que Quelques arpents de piège est plus gros que Monopoly, mais c'est littéralement un des jeux les plus connus au monde. Il y en a eu des spin-offs de tous les thèmes possibles, de Star Wars, de Lord of the Rings, de Saturday Night Live, des Simpsons, de n'importe quoi que vous voulez. En fait, il y en a eu plusieurs. Et c'est un jeu, en fait, c'est un jeu québécois. Donc, c'est quand même intéressant de savoir ça, là. Ça, je trouve ça assez cool comme histoire. On pourrait aller dans l'histoire de Trivial Pursuit, mais je pense que c'est pas le but. Juste quand même de se rappeler que même si c'est un jeu qui est méprisé par la plupart des gamers de nos jours, c'est quand même un jeu vraiment important et il a été fait ici. Donc ça veut dire que c'est déjà l'embryon de tout ce que peut être le Québec dans l'industrie mondiale du jeu. En effet, c'est un gros jeu, hein. C'est sûr qu'on n'en parle pas souvent parce que c'est pas le genre de jeu On joue. qu'on joue, non, exact. Il faut dire qu'il a un petit peu vieilli, tout ça. Il y a peut-être des jeux de questions, connaissances générales plus actuelles, avec des mécaniques plus modernes, disons, mais c'est sûr qu'il fallait le mentionner au moins une fois. Absolument, absolument. Donc, c'est sûr qu'il y a d'autres petits sujets peut-être qui devraient être parlés avant qu'on se lance vraiment dans les mentions honorables. Euh, je pense que le sujet de Philosophia est une bonne question à se poser. Mhm. Bon, Philosophia, c'est une compagnie montréalaise, on s'entend, fondée en 2001 au Québec, à Montréal. C'est une compagnie qui a explosé, qui était à la base, je crois, mais là, tu sais, moi Le j'ai distributeur. Philosophia. Ouais, c'est ça. Puis moi j'ai devant moi Philosophia Édition en ce moment. Donc ils ont comme ouvert une branche d'édition. Ce qui faisait sûrement de la localisation, comme tu disais au début, ou peut-être même juste de la traduction. Mais avec le temps, bon, ils ont acheté des compagnies d'édition, comme on peut penser à Zeman Game. Ils en ont acheté plusieurs, mais Zeman Game, c'est quand même assez représentatif, qui est une grosse compagnie d'édition. Donc, tous les jeux sont probablement passés dans les mains du Québec. Tous les jeux de Zeman, tous les jeux de Philosophia, même s'il y en a plein qui ont été faits par des auteurs de partout. Mais on pense à des jeux comme Agricola, comme Carcassonne, comme Pandémie, en fait, il y en a tellement. Fait que. c'est- Finalement, Jeff, on a décidé de pas les mettre dans l'épisode, c'est ça? Ouais, ben écoute, c'est sûr qu'en voyant la liste des jeux parce qu'ils ont quand même édité beaucoup de jeux là, c'est quoi Beaucoup, beaucoup de jeux. 2015 si je me trompe pas, Ouais, en 2016 peut-être. 15 ans, là, ils en ont fait une grosse quantité. Donc depuis c'est ça, ils ont donc été achetés par Asmodee il y a pas si longtemps, mais en effet Philosophia a commencé comme distributeur surtout et une des choses qu'ils ont fait au début, ben, c'était justement de la localisation pour emmener des gros jeux plus stratégiques peut-être, mais au Québec en fournissant une version en français. Évidemment, après ça, Z-Man, c'était quand même l'éditeur, c'est beaucoup eux qui faisaient l'édition des jeux, puis après ça, Philosophia, ben, quand sont mis à acheter Z-Men, ben, ils faisaient tout simplement la traduction. Donc, tous les jeux de Z-Men sortis au Québec, il y avait le logo Philosophia et non Z-Men dessus. Donc, en fait, je pense qu'on s'est dit aussi à un certain point, c'est un peu touché de parler de ces jeux-là parce que la plupart, on sait, ne sont pas des jeux québécois. Mais on va probablement y dédier un épisode complet là, à nos meilleurs jeux là, sortis par cette compagnie qui n'est plus, mais qui a quand même servi beaucoup le Québec là, dans les 10 dernières années. Donc je pense qu'on va dédier un épisode complet à eux, à leur jeu.
Oui, en fait, même je me disais peut-être une saison complète pourrait être intéressante. Ouais, Mais bon, ouais. ça c'est à suivre. Sinon, ben, je vais y aller avec un petit jeu de party que j'aime beaucoup, édité par Le Scorpion Masqué, et un jeu quand même qui date de plusieurs années, mais qui a vu une réédition là, il y a 3 ans, je pense. Et c'est le jeu Miss Poutine. Alors, Ouh, une frite, ce que un peu de j'aime ketchup, beaucoup avec Miss une Poutine, poutine. ben oui, c'est un jeu québécois, mais en plus, c'est un jeu qui parle de la culture québécoise, de la poutine, d'une certaine façon. Donc, petit jeu de party, donc 2 équipes, les cuisiniers et les serveurs, et on va devoir, les 2 équipes vont devoir communiquer pour livrer les plats à temps. On s'entend que c'est un jeu très frénétique de rapidité, temps réel. Mais 3 un poutines, 2 frites, un hot dog, un burger, sous-marin. 2 poutines. Mais jeu super intéressant, vraiment le fun. Jeu de party, un party de famille qui fait beaucoup de bruit. Donc, c'était la mention honorable Miss Poutine. Absolument, c'est un incontournable selon moi à voir. Là, en fait, c'est magnifique comme jeu. Ouais. En fait, bon, ben là, moi, je suis parti dans des réflexions, en fait, tout ça, les jeux dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Je vais continuer sur cette lancée-là, en fait. Tantôt, tu parlais de Caméléon. Ouais. Et Caméléon, c'est un jeu qui est édité, distribué, localisé par le Randolph, en fait. Et on parle pas souvent du Randolph à l'émission, mais pourtant l'Empire Randolph n'a aucun égal sur la scène québécoise, sans offense à personne bien entendu. C'était en plus une très grosse année pour eux. Certains diront que ce n'est pas nécessairement les gros jeux de gamers, et je pense que c'est vrai. Après ça, ça fait pas de moins de ça quelque chose d'intéressant et surtout d'important pour l'industrie. Alors on a bien entendu le style jeu 2 qui est sorti, Joke de Papal, l'extension de Joke de Papal, excusez-moi, le Caméléon, Telestration version québécoise, Vérité Choc, Le Saut de la Mort, qui sont tous, oui, des petits jeux de party, mais en fait c'est magnifique. Et un jeu en particulier qu'ils ont sorti, il s'agit du jeu Lynx. On a déjà parlé un petit peu à l'émission, qui est un jeu coopératif de connaissances générales. Jeff, je pense que toi tu le connais beaucoup mieux que moi, peut-être tu pourras en parler un peu. J'ai joué un tout petit peu à Noël, j'avais joué à des versions prototypes dans le temps, mais je pense que ça c'est quand même un jeu vraiment vraiment intéressant là, qui sort un peu du lot de tout le reste, puis qui peut devenir quelque chose de vraiment bien dans le futur. En effet, ben, ce qui est le fun avec Lynx, de un, ben, c'est une création du Randolph, là, donc on parle pas de localisation pour ce jeu-là, c'est vraiment créé par Joël Gagnon et Marie-Ève Lupien, entre autres. Donc, c'est un jeu qui vient du Randolph. En effet, ça fait peut-être 2 ans qui roule en proto. Donc, c'est un jeu de connaissance générale coopératif. Beaucoup, tu sais, avec le Randolph, hein, le style de jeu provient aussi du Randolph, évidemment, puis c'était en réaction à des besoins pour les bars. Hein. Fait que c'est sûr que le Randolph est très à l'écoute de les besoins de jeux, d'animation. Pour les bars, bien évidemment, dans les débuts, Cards Against Humanity était un gros succès, mais juste en anglais, donc de prendre ça et de le ça n'a pas été une traduction, ça a été vraiment juste de créer des nouvelles cartes à 100%. Mais je pense que c'était quelque chose qui était un outil de travail vraiment primordial, vraiment nécessaire pour le Randolph, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Et c'est un peu la même raison pour Lynx, c'est-à-dire que des jeux de connaissance générale, ils s'en font souvent demander à 2 joueurs, mais des jeux de connaissance générale, c'est rarement designé. C'est quoi la capitale du Zimbabwe? Et c'est rarement bon aussi pour 2 joueurs. Donc c'était un peu ça le but Quelle de est faire la un vitesse jeu normale d'un avion? de connaissance générale. C'était de pouvoir faire un jeu de connaissance générale coopératif et donc qui puisse bien se jouer à 2 en couple ou même en date. C'est un jeu 2 thématiques. En date! 2 thématiques qui sont sorties cette année et on attend 1 à 2 nouvelles thématiques pour les prochaines années, probablement une distribution assez large aussi pour ce jeu québécois. Oh, en fait, en plus, le jeu, il est tellement beau. Je me dis, j'ai aucune idée c'est quoi le jeu, j'ai le goût de jouer. Ben, je pense que c'est aussi une des forces de ce jeu, c'est que quand tu regardes le jeu, tu le trouves vraiment beau, mais quand tu te rends compte qu'il n'y a aucun dessin dans ce jeu-là, en fait, c'est juste des photos.
Pour de vrai? Ouais, c'est juste des photos. La technique utilisée, là, j'ai pas le nom de l'artiste en tête, là, mais sa technique, c'est de faire des croquis, des dessins que le Randall voulait, et ensuite, une fois que les croquis sont approuvés, ben, elle va découper des bouts de carton, elle va les assembler, elle va prendre une photo. Donc, toutes les cartes, il n'y a aucun dessin là-dedans, c'est juste des photos de découpage de carton mis ensemble. On voit que les couleurs sont très contrastées, il n'y a pas de mélange de couleurs entre deux couleurs, ben, c'est pas pour rien, c'est à cause de cette technique de l'artiste, en fait, qui a créé le visuel et qui ajoute vraiment beaucoup, ouais, en effet, au jeu. Très très cool. Donc ben c'était ça, c'était la petite parenthèse sur l'Empire Randolph parce que malheureusement, sans trop divulgacher, ils n'ont pas de jeu dans le top 5 des jeux québécois pour l'instant. Mais je pense que c'est très possible dans le futur. Donc, ils ont des bons jeux, juste on est un peu plus gamer, hein, on dirait. Ah, c'est clair que si tu demandes à beaucoup de gens quel est le meilleur jeu québécois, j'aurais pas de problème à ce qu'ils répondent le style de jeu. Ça reste un succès immense, là, puis quelque chose auquel j'ai joué quand même souvent et à chaque fois je me suis bien amusé malgré tout, là, même si je suis pas un gros gamer. J'attends toujours la version québécoise de Joking Hazard. Ah, peut-être fait par, c'est quoi son nom? Dessine Bandé, en fait, ça serait magnifique. Ok, donc bonne idée lancée dans l'univers, prenez-la, mais c'est cool. Sinon, peut-être d'autres petites mentions honorables, là, vite. Planetarium 2017, jeu qui a roulé en proto plusieurs années, sorti en 2017 avec l'auteur Stéphane Vachon. Faut noter que c'est quand même un jeu édité par une compagnie américaine, mais évidemment, beaucoup de travail de conception, de retravail du jeu a été fait au Québec avec Stéphane Vachon. Donc, beaucoup de jeux de système solaire, de planètes, tout ça. Assez simple, mais qui est très, très clean. Donc, Planetarium. Oui, très, très bon choix. En fait, beau jeu de Stéphane. Même si c'est un jeu qui n'a pas été édité au Québec, en fait, c'est un jeu qui vient d'un auteur québécois. Donc, c'est intéressant aussi de voir que l'inverse peut se faire. Ben oui, puis écoute, hein, on va le rentrer quand même dans les jeux québécois. Il faut en nommer quand même quelques-uns. Ben oui, absolument, absolument, il faut en nommer. Mais moi, je considère que si c'est un auteur québécois, même si le jeu a été édité ailleurs, ça rentre vraiment dans la catégorie des jeux québécois. Après ça, les gens, encore une fois, donnez-nous votre avis là-dessus. Je pense que vous l'avez déjà fait par le passé, mais c'est une question importante puis intéressante à se re-questionner de temps en temps. J'irai ensuite d'ailleurs avec un autre jeu qui pourrait être relativement controversé. Pour moi, il ne l'est pas du tout, mais pourrait l'être. Il s'agit du jeu mot pour mot du Scorpion Masqué, qui est en fait une réédition du jeu Word on the Street. Et une réédition, ça c'est un terme qu'on n'a pas vraiment parlé. Parce qu'on a donc les localisations, les traductions, mais une réédition, c'est que c'est un jeu souvent qui n'était plus nécessairement sur le marché, que les droits ont été rachetés d'une certaine façon et que là, la personne refait le jeu. Donc il y a aussi une petite nuance à avoir là-dessus. Je suis pas assez calé pour vous dire la différence malheureusement maintenant. Mais mot pour mot, qui est un jeu de mots absolument cool, en fait, de tir à la souque de lettres où on va essayer d'utiliser le plus de lettres possible ou des lettres stratégiques dans son mot. Je vous épargne un peu les détails, mais vous allez devoir penser à des mots dont il y a la lettre L dedans ou des mots dont il y a la lettre P le plus de fois possible, la lettre T. Donc super cool, un petit jeu aussi qui se joue très bien en équipe. On le joue beaucoup durant le temps des fêtes et dans les parties en général. Ouais, ben bon choix en effet. C'est sûr que, encore une fois, c'est un peu une localisation, mais ils ont tout changé le visuel, les composantes du jeu, hein, tout ça, fait que c'est le genre de jeu qu'on peut considérer, même si c'est un petit peu la limite. Ouais, ben d'ailleurs, on serait intéressé de savoir l'opinion des gens concernés là-dessus. Moi, je considère que la qualité du travail, et là, c'est dur de juger quelque chose en fonction de la qualité du travail, mais quand je regarde mot pour mot, j'ai aucun doute, là, je me dis, ça c'est clairement un jeu québécois. Après, le concept du jeu, oui, il existe à d'autres endroits, mais il existe sûrement à beaucoup d'autres endroits. Par contre, cette version-là sur laquelle je joue en ce moment, elle est à, mettons, un grand pourcentage. Ouais. Sinon, ben écoute, peut-être mes deux derniers là, pour finir. Évidemment une mention honorable à la compagnie Triton Noir, Thibaut Delatoine avec son jeu Vie Commando en 2016, mais aussi son nouveau jeu que j'ai pas eu
la chance d'essayer encore, mais le nouveau Assassin's Creed, qui est, je m'avance peut-être un petit peu, mais probablement le plus gros Kickstarter québécois en jeu de société. T'as allé chercher quoi, plus de 2 millions, je pense, sur Kickstarter. Ouais, puis c'est le genre de jeu comme on connaît maintenant le modèle qui va sûrement continuer de se vendre après le Kickstarter, là. Ouais, exact. Puis, ben c'est ça, un des plus gros succès Kickstarter québécois. Mais Vicomendo qui avait quand même, pour un premier jeu d'un auteur, on sentait qu'il y avait de l'expérience puis qu'il y avait du potentiel. Donc, c'est intéressant de voir, continuer à voir son cheminement et voir qu'est-ce qu'il nous offre maintenant. Bien hâte de voir la suite des choses pour Triton Noir. Oui, ben d'ailleurs, on l'avait reçu cette saison-ci, puis on pouvait voir à quel point c'est un gars qui est sérieux, qui est organisé, qui connaît ses choses, qui connaît l'industrie. Donc moi j'ai fait beaucoup de succès encore. J'ai bien hâte de voir là, ce jeu-là, comment il va sortir. On sait que ça va sortir dans longtemps quand même, Assassin's Creed. On parle de juin 2020. Donc c'est quand même dans un certain moment, mais j'ai bien hâte de voir ça. En fait, c'était à un certain point pratiquement monstrueux, hein, tout ce qui est offert avec le fait de kickstarter ce jeu-là. C'est comme, tu peux remplir une pièce, là. Ouais, c'est un jeu de figurines, c'est clair. Ah ouais, c'est ça exactement, puis c'est cool, il y a toutes les petites enveloppes. En fait, j'ai failli le kickstarter, je dois dire, je l'ai pas kickstarté, malheureusement c'était hors de mon budget, mais j'ai failli juste pour voir le matériel sur une table et me dire « Oh oui, je viens de recevoir tout ça », ce qui est un peu extrême, mais bon. Oui, bonne mention au Triton Noir, absolument. Et oui, Jeff, t'avais deux jeux à parler? Ah ben c'est Vicomendo. Ah, les deux, ben oui, Triton Noir, parfait. J'irais peut-être avec un jeu que j'ai pas joué, qui est le jeu Goblivion. Ouais. En fait, qui est un jeu qui est sorti tout récemment. En fait, je pense qu'il vient d'être kickstarté ou les copies, je sais même pas si elles sont encore arrivées ou je pense qu'elles commencent à arriver. Ouais, avant Noël, il commence à être envoyé dans les boutiques. En fait, c'est un jeu que j'ai beaucoup entendu parler en bien. Et ce jeu-là a une particularité, c'est que c'est un jeu solo. Donc ça, c'est quand même assez rare qu'on va voir des jeux solo qui ont une grosse visibilité. Et ça, je le voyais autant sur des trucs quand je cherchais des jeux québécois, mais aussi en anglais. Donc vraiment à plus grande échelle, un jeu solo qui a l'air assez intéressant en fait. Ouais, exactement. Écoute, c'est sûr que les Kickstarter ont de plus en plus la cote, hein, puis on commence à en entendre de plus en plus parler, mais c'est un jeu qui a une belle visibilité, qui a été fait en pas si longtemps en plus, là, donc j'ai l'impression qu'il a été pas mal propulsé là, par le fait que les feedbacks étaient bons, puis par la popularité naturelle du jeu, donc super beau succès pour Goblivion. Magnifique. Je pense qu'on est maintenant rendu au top 5. Et pas tout de suite. Oh, on oublie quelque chose peut-être? Bien sûr, on va se faire le mini-segment Ricochet Robot. Ouh, oui, c'est pratiquement la finale. En fait, nous sommes dans la deuxième demi-finale de notre tournoi de Ricochet Robot qui s'est passé en République Dominicaine en juillet 2018. Et là, les enjeux sont élevés, on s'entend? Ben oui, exact. Demi-finale, c'est du gros calibre. On a pu voir la dernière fois le ludologue l'emporter de très peu contre une victoire contre la Baronne. Donc le ludologue qui attend son concurrent pour la finale. Absolument. Et on va retrouver en finale deux compétiteurs / compétitrices excessivement redoutable. Nous avons d'un côté le docteur Rainer Kenidia, docteur de son prénom, et de l'autre côté l'une des plus grandes championnes de Ricochet Robot, si on peut dire des années 2000 en fait, José Melinda, joueuse internationale. Et elle était pas là pour avoir du plaisir, elle était là pour gagner, ça se sentait. Ben absolument, je pense d'ailleurs que c'est la seule joueuse professionnelle de Ricochet Robot au monde.
Ouais, exact. Ben, la seule qui gagne l'argent à faire des tournois, hein, il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup petit, qui vivent de ça. C'est encore très petit. Je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sont commanditées, mais elle est la seule à être payée pour venir à des événements et remporter des championnats, en fait. Ben oui, exactement. Et ben, contre le docteur, quand même, hein, c'est pas un petit adversaire, faut dire. Absolument, c'est un génie. En fait, il connaît tous les chiffres et tous les moves. Et comme on l'a vu, il connaît aussi bien tous les jeux. Tous Par fait par contre, lui. tous, toutes les jeux faits par lui. Mais il est arrivé quelque chose de quand même bizarre, on s'entend? Ouais. Ouais. On s'attendait pas à ça, quand même, hein. C'est un tournoi, quand même, un peu de classe, là, tu sais, dans le sens que ça a un peu de prestige là, dans le milieu, là. Oui, ben, tu sais, on s'entend, c'était en République dominicaine, il y avait plein de monde qui était là, plein de célébrités et de vedettes montantes de l'industrie du jeu québécois. Donc, oui, c'est prestigieux, on se le cachera pas. Mais le docteur ne s'est pas présenté. Le docteur ne s'est pas présenté à l'heure requise. En fait, on a donné une extension de temps. On s'est dit peut-être qu'il est aux toilettes, peut-être qu'il est ailleurs, on sait pas trop. Mais il n'est jamais venu. En fait, on a attendu 25 minutes. C'était le coucher du soleil, c'était juste avant le souper. Il y avait plein de gens qui étaient là, c'était la demi-finale. Tout le monde faisait la fête, les rum punch dans la piscine et tout le monde était content. Et le docteur ne s'est pas présenté. Où était-il? Aucune idée. On n'a toujours pas de nouvelles de lui depuis, hein. Faut dire qu'on on a des doutes sur lui, hein. Fait que je pense qu'il y a peut-être l'étau qui se resserre puis qui l'a senti. Peut-être. Ben ouais, et même certaines... J'ai entendu certaines rumeurs qui disent qu'il aurait pu emprunter une faille temporelle pour peut-être... Je sais pas, hein, on sait pas qu'est-ce que tu peux faire avec une faille temporelle, tu peux faire beaucoup de choses. Donc c'est pas le genre de rumeur qui me rend heureux, mais c'est ce qui est arrivé. José Melinda l'a emporté par défaut, en fait. Donc elle se retrouve en finale, la grande finale des finales de Ricochet Robot, le tournoi international 2018. Sous les applaudissements, les cheers de son big fan club qui était évidemment présent sur la beach, tous en chess et en douche, bien habillés pour encourager José Melinda. Ben, il était tout bien content. Il était tout un peu sous rendu là, mais quand même. Ouais, puis il traitait ça comme une victoire standard. Hein. Ouais. Une victoire, c'est une victoire, peu importe. La plupart des gens étaient un peu déçus de ne pas avoir vu le match. Eux, non, une victoire, c'est une victoire. Elle est aussi spectaculaire soit-elle. Et ils applaudissaient comme si c'était la plus belle chose au monde, en fait. Ouais. Autre fait quand même à noter juste sur la demi-finale, en fait, ben, c'est à peu près au même moment, mais il faut se rappeler qu'on a retrouvé Hubert tabassé dans les bosquets. Il sentait l'alcool. C'était pas vraiment notre ami, mais on tient à souligner. Il était au tournoi, tout ça, il s'est fait tabasser en République dominicaine dans des bosquets. C'est toujours un peu triste de voir ça arriver là, à des touristes de première qualité comme ce Hubert. C'est vrai, c'est un autre événement un peu bizarre. On sait pas s'ils sont liés. On se doute qu'avec le docteur, hein, on sait pas trop ce qui se passe dans sa tête tout le temps. Donc il y a des chances, mais toujours pas de nouvelles, pas plus que Jimmy. Donc on est toujours aussi désespérés. Absolument. D'ailleurs, on avait annoncé là, qu'il y avait un invité de marque qui s'était désisté. Cet invité de marque nous avait promis qu'il avait des informations importantes à nous livrer sur Jimmy et ne s'est pas présenté. Donc, encore une fois, un mystère qui continue de planer. Mais bon, on félicite José Melinda et au prochain épisode, en fait, qui va être peut-être le dernier épisode de la saison, l'épisode 20. Au prochain épisode qu'on va enregistrer, Jeff et moi, comme ça, on va vous livrer, dans le fond, le résultat de la finale entre le ludologue et José Melinda.
Bon, ben, JF, là, on Yes. y est. C'est le top 5 des jeux québécois. On peut pas dire qu'on a une très grande variété de jeux. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sont quand même tous de très bons jeux. Eh oui, exactement, exactement. Non, malheureusement, la liste est mince. On va espérer que il y a de plus en plus de jeux qui sortent de jeux québécois et qu'on puisse avoir une liste beaucoup plus exhaustive dans quelques années. Absolument. Donc, sans plus tarder, numéro 5. Alors, mon numéro 5 est un jeu de Plan B Game et c'est le jeu Century Spice Road. Le jeu Century est un jeu de gestion de ressources dans lequel nous allons devoir échanger des épices, acheter des épices dans le but de remplir des contrats et faire des points de victoire. Beau petit jeu, très clean, un jeu qui me faisait beaucoup penser à Splendor dans son style de jeu, dans sa longueur, dans sa simplicité, mais avec une stratégie, une complexité stratégique qui est quand même assez grande. Century Spice Road, et oui, c'est un jeu de... Emerson Matsuuchi. Exactement, merci. Et fait par Plan B. Même si c'est peut-être pas 100% québécois, il y a du développement qui s'est fait au Québec et c'est pour ça que je l'ai choisi en numéro 5. Absolument, et sans trop s'étaler sur le sujet, en fait, moi je suis un fan aussi de Century. C'est un concept en plus très ambitieux dans lequel il y a 3 jeux qui vont être faits et qui vont s'intermélanger, si on veut. Pour moi, Plan B, probablement Plan B, pour ceux qui savent peut-être pas, c'est quand même la continuité non officielle, si on veut, de Philosophia, qu'on a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc, selon moi, c'est des gens qui savent très bien qu'est-ce qu'ils font et on le voit en fait Azul, Century, Reef et Azul, les vitraux et tout ça, donc Coimbra. tous des jeux Coimbra, exactement, tous des jeux qui sont sortis qui ont eu un succès non mitigé en fait là. Donc c'est des gens qui connaissent très bien leur affaire et je crois qu'on va continuer de voir des jeux d'assez bonne qualité là, en provenance de cette compagnie là qui effectivement pas nécessairement des auteurs québécois mais c'est quand même une compagnie québécoise qui travaille sur ces jeux. Yeah. Mon numéro 5, il s'agit de Mo Rapido de Foxmind, qui est aussi une compagnie qu'on pourrait dire semi-ambiguë, mais ils ont un bureau de développement au Québec, il y a beaucoup de travail qui se fait ici, il y a des bureaux ailleurs dans le monde, en Israël entre autres. Pour moi, je considère que c'est une compagnie très québécoise. En fait, il y a plusieurs des gens de l'industrie du jeu qu'on a reçus qui ont travaillé chez Foxmind. Et Mo Rapido, qui est un petit jeu de vitesse et de mots, dans le sens qu'il va falloir trouver le mot commençant par telle lettre sous telle thématique le plus rapidement possible. Super beau format, jeu tellement facile à sortir, à présenter. C'est probablement un des jeux que j'ai sorti le plus souvent dans ma vie, en fait. Et personnellement, en plus, j'adore ce jeu-là. C'est un genre de categories, mais sur le turbo, en fait. Ouais, exact. Numéro 4. Mon numéro 4 se retrouve plus bas sur ta liste, donc je vais attendre un peu. Ouais, plus haut. Plus haut, ben nous, oui. Nous, on le voit à l'envers, c'est mais c'est ça. vrai que la liste est plus basse, mais c'est plus haut, oui, effectivement. Mon numéro 4 est un jeu auquel je n'ai probablement jamais joué, en fait. Ben oui, t'as joué. J'ai joué une fois sur une version pas finale, mais presque, en fait. Il s'agit du jeu El Maestro, de Tiki Édition. Yes. Alors David était venu nous le présenter en tout début de saison, si je me trompe pas. Et très cool comme jeu. En fait, c'est un jeu de devinette, donc il va falloir deviner, mais en fait, c'est un jeu où il va falloir deviner en dessinant. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne va nous faire des gestes dans l'air comme un chef d'orchestre, en fait. Vraiment à la manière d'un chef d'orchestre. Donc, va tracer des carrés dans les airs, va définir certains paramètres. Pendant ce temps-là, les joueurs doivent dessiner ce que le chef leur dit de dessiner. Bien entendu, il y a plein de codes dans l'air où on peut dire, OK, ça c'est la taille du truc, ça c'est sa proportion par rapport à la chose d'avant, ça se trouve dans votre premier dessin, etc., etc. Ça peut être, d'après moi, ça peut devenir vraiment complexe. Mais, puis en plus, quand on se le fait expliquer comme ça, on se dit, c'est pas le genre de jeu qui peut fonctionner. Mais
En fait, moi, j'ai vraiment adoré ça et ça fonctionne très, très bien, en fait. Donc, El Maestro, c'est comme même pas sorti encore, je pense, hein. Devrait me voir sortir en 2019. Je pense que le jeu est pas mal prêt. Je l'ai vu dans les salons de Drummondville. Donc, il commence. C'est ça, il est là, il est Il est là, sur le bord, mais il est pas encore distribué ni sorti là, officiellement. Mais sous peu, là, parce que on sait que David nous avait dit qu'il sortait 3 jeux en 2019. Aucun en 2018, mais 3 jeux en 2019. Donc, j'imagine qu'il a eu le temps de les travailler beaucoup. Il doit être assez prêt là, à les sortir. Là. Absolument, et ça, j'ai très hâte parce que j'ai l'impression que ça va être un de mes prochains là, jeux de party que j'espère traîner avec moi vraiment souvent et vraiment longtemps. Ah ouais, il y a un bon potentiel, c'est vraiment très drôle, c'est tout le temps... Ça a toujours l'air incompréhensible, mais finalement tu t'en sors, des fois un peu, des fois pas du tout, mais c'est party, c'est léger, mais le concept du air drying est très intéressant, bien exploité dans El Maestro. Numéro 3. Alors, mon numéro 3 est un autre jeu de Tiki Edition et c'est leur premier jeu édité officiellement et c'est le jeu Gaïa. Gaïa est un jeu, est un peu le Carcassonne québécois si on veut. C'est un jeu de placement de tuiles où nous allons construire un genre de paysage de ville ensemble où les tuiles vont représenter les terrains. Il y a 6 types de terrains et on va devoir créer des villes, placer nos travailleurs, nos meeples sur le plateau. Il va y avoir plusieurs restrictions pour placer des villes, il va y avoir plusieurs façons de placer nos meeples, des objectifs à remplir, mais ou de créer des villes, entre autres. Mais une des grosses différences, puis un des trucs que je pense que c'est ce qui est un des choses les plus appréciées dans Gaïa, c'est la forte interaction entre les joueurs. C'est-à-dire que oui, c'est un jeu de stratégie, oui, c'est un jeu où tu dois bien penser à tes affaires, des trucs comme ça, mais il y a des façons un peu de faire chier les autres, de détruire ces villes, de changer les tuiles alentour d'elles, donc elle change un peu de caractéristiques. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a de la forte interaction entre les joueurs. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 5 joueurs, qui n'est pas très compliqué, mais qui a une belle profondeur, beaucoup de rejouabilité. Cette interaction-là, pour les joueurs qui aiment la forte interaction entre les joueurs, ben ça prend un jeu un peu euro, mais qui rajoute cette petite touche là, sans être trop, sans détruire complètement la stratégie puis le concept du jeu non plus, mais juste assez pour qu'on puisse se mettre des bâtons dans les roues puis avoir du fun en faisant ça. Donc, très beau jeu, belle réalisation, surtout pour un premier pour Tiki Edition, c'est Gaïa. Absolument bon choix, en fait. Gaïa, d'ailleurs, qui est un jeu qui continue aujourd'hui de se vendre là, pour un jeu qui a autant d'années, même s'il n'est pas très vieux, mais dans le monde des jeux et de la vente de jeux, il est considéré comme plutôt vieux. Ouais. Et c'est un jeu qui continue de se vendre encore et qui continue d'être si on veut justement traduit en fait dans plein d'autres langues, sur plein de nouveaux marchés. C'est un jeu qui est toujours actuel, donc très beau coup en fait d'ailleurs pour Tiki, là, comme tu dis que c'est leur premier jeu, bon choix en fait pour eux. Ouais, exact. Ben, souvent hein, les jeux, tu sais, tu le sors, puis bon, il y a une durée de vie, éventuellement il va mourir. Mais s'il y a eu à avoir une traduction, il a déjà été fait, tu sais. Mais là, ce jeu-là, il a continué à se vendre plusieurs années, et là, d'autres distributeurs, des gens qui voulaient le localiser, étaient intéressés, puis ça fait en sorte que même 3-4 ans après que le jeu soit sorti, il continue à être des nouveautés pour d'autres pays. Tu sais, autant au Québec, là, des fois, le jeu, il est sorti il y a 2 ans, mais quand il sort en français au Québec, on le considère une nouveauté. Ben, Gaïa va être une nouveauté, je pense, en Russie pour 2019 ou quelque chose comme ça. Je suis plus sûr des détails, mais on peut voir que des fois, il y a un décalage dans les jeux, puis c'est pas dû à l'éditeur, en fait, parce que l'éditeur va jamais lui-même traduire ses jeux en différentes langues, ou en beaucoup de langues, là, pour que ce soit dans vraiment beaucoup de pays. Donc, c'est vraiment l'industrie locale qui détermine quel jeu rentre dans son pays ou pas, tu sais. C'est ça qui fait la différence, puis c'est pour ça qu'on voit encore Gaïa là, sur les tablettes au Québec, mais aussi continuer à être des nouveautés un peu partout dans le monde. Absolument, c'est un beau succès, je trouve, ce jeu-là. C'est un bel exemple. Mon numéro 3, en fait, était ton numéro 4. Il s'agit du jeu Expédition Northwest Passage de Yves Tourigny, le chouchou de l'émission. Alors vraiment un designer extrêmement prisé en fait par nous hein, et par plein d'autres gens, bien entendu. Même s'il vit peut-être pas tellement au Québec, mais bon.
C'est pas grave. Ouais, C'est un Québécois. ben faudrait être sûr, tu sais, Gatineau, Hull, je suis pas Ottawa. certain. En fait, on connaît pas son adresse, bien entendu, hein, tu sais, on n'est pas des stalkers. Donc, on sait pas exactement, mais je peux me dire quand même que ce sont des jeux québécois malgré tout. Donc, Expedition Northwest Passage, on en a parlé souvent cette saison-ci parce que c'est un jeu en plus qu'on a redécouvert récemment, qu'on avait bien aimé, mais que là, on a redécouvert, on a fait plusieurs parties. Un jeu où on va se promener dans les glaces et dans l'eau pour aller sauver l'expédition, pas pour aller sauver l'expédition, mais pour aller trouver le Northwest Passage et aller retrouver les traces de l'expédition perdue qui s'est échouée. Donc jeu quand même assez narratif malgré tout, vraiment très cool comme jeu, un des meilleurs systèmes de création de maps que j'ai vu de ma vie. Et juste le simple fait que tu peux sortir de ton bateau puis aller dans un traîneau à chien, C'est tellement c'est cool. fou, hein? C'est un Tellement petit cool. détail, mais ça fait tellement à l'histoire et à l'expérience du jeu. Vraiment super cool. Ben, je suis bien d'accord. Écoute, pas grand-chose à dire. On en a déjà beaucoup parlé. En effet, beau jeu d'exploration, des mécaniques assez originales et particulières. Peut-être pas le jeu, peut-être pas le plus intuitif les premières parties. C'est pas tout le temps clair les bonnes choses à faire les premières games, mais un jeu qui mérite d'y rejouer là, pour vraiment l'apprécier. Ouais, ben en fait, je considère que c'est un jeu qui a une courbe d'apprentissage Ouais. qui est peut-être un peu plus difficile, dans le sens ça se peut que tes deux premières games, tu les aies complètement chiés, puis t'es sûr de perdre. Euh, Par contre, pour moi, ça c'est une force dans beaucoup de jeux, en fait. Que la rejouabilité vienne d'une certaine maîtrise dans le système. Ouais. Surtout si une fois que tu as compris le système, il est très bien fait, là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Bien d'accord. Numéro 2. Ben, mon numéro 2 se retrouve plus haut sur ta liste. Ok, ben mon numéro 2 se retrouve plus haut sur ta liste. Ok. Ça veut dire dans le fond que ton numéro 1 c'est mon numéro 2 et que mon numéro 1 c'est ton numéro 2, c'est ça? On les a inversés, en effet. On les a inversés. Numéro 1. Alors, mon numéro 1, c'est... Ben écoute, ça a été mon numéro 1 du jeu de l'année. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et c'est le jeu Decrypto, évidemment. Decrypto, qui est un excellent jeu de party, mais qui est fit pour les gamers. Impossible à expliquer, mais une fois que t'as compris, c'est simple. Écoute, plein de belles choses dans ce jeu-là. On en a déjà beaucoup parlé, mais juste le visuel qui rend un jeu qui pourrait être très sans thématique, très blend, ben, qui le rend très attrayant, attirant. Et, ben écoute, un beau jeu de mots tout en subtilité. Hein. Absolument, on en a parlé en début d'épisode. Le Scorpion masqué, Christian Lemay, le poète, le jeune prodige du jeu Thomas Dagenel-Espérance. Quoi demander de mieux, hein, en fait, pour un jeu québécois absolument exceptionnel? Quoi demander de mieux? Une vidéo d'explication sur comment expliquer les règles. Mais sinon, il n'y a absolument aucun faux pas. Mon numéro 1, il s'agit de ton numéro 2 et c'est le jeu Québec. Oh my god! Le prophète! Le prophète PPPPPPPPPPM Pierre Poisson-Marquis et Philippe Baudouin. Alors, co-auteur du jeu, ils sont deux. Et encore une fois, qui retrouve-t-on derrière ce projet? Le poète, à ne pas confondre avec le prophète, Christian Lemay et le Scorpion masqué. Et Québec, ok, on en a parlé souvent. C'est un gros jeu de stratégie, en fait, comme il y en a pas au Québec, en fait. Il n'y en a pas. Peut-être qu'avec l'avenue des Kickstarter, puis tout ça, on commence à le voir. Ok, oui, c'est vrai, Assassin's Creed, gros jeu de stratégie, ok. Bon, ça commence, mais ce jeu-là, Québec, c'est sorti en 2011. Ça fait 8 ans que c'est sorti. Ça fait vraiment longtemps. En fait, hein, JF, je vais te laisser parler, je suis sans voix. Là. Ben écoute, Québec, jeu de majorité avec une mécanique de cascade assez originale d'ailleurs qui est jamais revu dans d'autres jeux. Hein. Donc c'est assez rare. Un des jeux qui pourrait être considéré comme un des meilleurs jeux mais qui a passé un peu inaperçu. En effet, ça fait quand même déjà un petit bout qui est sorti. Je pense que
on pourrait demander encore, continuer à insister à Christian pour qu'il nous fasse une nouvelle version de Québec, là, une belle version, là, vraiment 10e léchée, édition, l'anniversaire, moderne. 10e édition. Ça serait exceptionnel. On la souhaite encore, on l'attend encore. On espère qu'un jour ça va ressortir. Mais en effet, un des jeux forts dans les jeux de stratégie là, québécois, parce que c'est un des plus complexes et complets dans des jeux de ce style-là, de quoi, 1h30, 2 heures et plus. Il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y en a pas vraiment, en fait. Donc, très belle réalisation, très beau jeu, surtout pour l'époque, mais encore un très bon jeu aujourd'hui, Québec. En fait, tu disais, tu sais, c'est, oui, un des meilleurs jeux québécois, sans contredit, mais probablement un des meilleurs jeux tout court aussi, là. Je veux dire, le meilleur jeu, c'est large, là. Je sais pas, est-ce que c'est dans le top 200 ou peu importe, mais c'est tellement un bon jeu, même encore aujourd'hui. Dans quelle espèce d'état d'esprit, quelles circonstances ont fait que ce jeu-là a vu le jour? Quelle magie y avait-il dans l'air pour que ça se produise? Quelles étaient les vibrations qui ont amené ce projet à naître? C'est quand même assez fou, hein? Je veux dire, pour de vrai, c'est comme tu peux pas y croire, là. C'est presque irréel. Si j'avais pas une copie chez moi, je suis pas sûr que j'y croirais. Mais non, mais c'est quelque chose de tellement unique comme jeu. Est-ce qu'on va... ça pourrait prendre des années avant qu'on revoie ça au Québec, un truc comme ça. Là. C'est sûr que maintenant, avec Kickstarter, ça change un peu la donne. Mais à cette époque-là, il faut se mettre dans l'idée. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des jeux au Québec. Et de faire un gros jeu comme ça... ouh là là, c'est quand même assez fou. Et c'est un des jeux que j'ai testé le proto. Là. J'ai testé ce proto il y a presque 10 ans. Une fois, en fait, à la récréation, avec Christian, je n'avais aucune idée c'était qui. C'est complètement surréel, en fait, que ce jeu-là existe et a été fait ici. Oui, donc, pas tout a été dit, mais je pense que pour l'instant, c'est suffisant. Yeah, bon choix. C'est un bon choix. On arrive maintenant à la fin de l'épisode, hein, Jeff. Ça paraît que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode ensemble. On s'est laissé un peu aller. Mais c'est un sujet inspirant. Puis en plus, au début de l'épisode, on disait on n'aura pas assez de contenu pour faire un épisode d'une durée normale. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on a réussi à trouver. Juste avant de terminer, j'aimerais conclure rapidement sur une compagnie qu'on n'a pas mentionnée et qui est la compagnie Gladius. Bon, je sais que plusieurs personnes vont sûrement grincer des dents et vont être un peu mal à l'aise en écoutant ça. Ça reste que c'est dans toutes les compagnies qu'on a nommées, en fait, pratiquement toutes les compagnies qu'on a nommées, une des seules à produire ces jeux au Québec. En effet. Oui, ok, effectivement, la qualité n'est peut-être pas celle des plus beaux jeux de miniatures qui vont sortir, effectivement. Par contre, c'est quand même à mentionner. Je trouve ça intéressant. Je sais que le marché n'est pas là. Je sais qu'il y a d'autres compagnies qui l'ont fait à certains moments pour des petits prints ou des choses comme ça, des travails qui devaient être faits plus rapidement. Donc c'est quelque chose que le marché, il n'y a pas nécessairement l'industrie derrière pour produire ces jeux-là, mais je trouve ça cool de savoir qu'il y a certaines compagnies qui le font, dont Gladius, et qui fait un jeu absolument extraordinaire, dit comme moi. C'est passé le moment des mentions honorables, Simon. Ah, ok, parfait. Dernière chose aussi, j'ai cru comprendre qu'il y avait que je me rappelle plus trop quand ça a été dit et qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit que tous les Steve étaient des douchebags. J'ai cru comprendre ça. Je sais pas de qui ça vient, ça, hein, Simon? C'est pas. Mais en fait, je voudrais juste rectifier le tir. En fait, et ce n'est pas ça qui a été dit, ou en tout cas, ce n'est pas ça qui aurait dû être dit. C'est plutôt tous les douches s'appellent Steve, mais c'est pas tous les Steve qui sont douches, bien entendu. Ah, ben oui, belle subtilité, merci. Ouais, donc c'est toujours important à savoir. Sur ce, JF, je pense qu'on a fait le tour. Hein? Ça fait le tour. Ben écoute, on aurait pu en parler encore beaucoup. Pour vrai, il y a quand même beaucoup de choses à dire malgré tout. Malgré le peu de jeux, l'industrie est florissante au Québec. Surtout les 5 dernières années, on a vu beaucoup de compagnies vraiment s'investir, tenter des nouvelles choses, plein de festivals qui ont vu le jour, donc on aurait pu en parler vraiment beaucoup, mais écoute, ça va être tout pour aujourd'hui. Je suis surexcité! Sérieusement, ça m'emballe vraiment de parler de ça, en fait, je suis vraiment excité, là, c'est la fin de l'épisode, mais c'est pas grave.
Jeff, je pense que c'est le moment de se dire la seule chose qu'il y a à dire dans ces occasions-là. Ah ouais? Continue à jouer. Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.